Sénateur, rassez-vous, s'il vous plaît. Sénateur. Député. L'Artibonite. Le riz de l'Artibonite. C'est bien. Merci bien, député. Merci bien. Premier ministre, vous avez la parole. Bonjour à tous. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Vice-président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les députés, les sénateurs, Madame, Messieurs les sénateurs, Mesdames, Messieurs les députés, Messieurs les ministres, Messieurs les secrétaires d'État, Mesdames, Messieurs les grands commis de l'État, Mesdames, Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames, Messieurs les membres du corps consulaire, Mesdames, Messieurs les membres du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les membres de la société civile, Mesdames, Messieurs les membres de la presse écrite, parlée et télévisée, Mesdames, Messieurs les grands corps de l'État, chers concitoyens, cela fait exactement 120 jours depuis que, le 16 septembre 2018, au petit jour, le Parlement m'a accordé sa confiance, m'habilitant ainsi à prendre les rênes d'une nouvelle équipe gouvernementale pour travailler aux côtés du Président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, à redresser la Banque nationale qui était littéralement en situation de naufrage depuis les émeutes des 6 et 7 juillet 2018 et la démission du gouvernement précédent. Aujourd'hui, j'éprouve un réel sentiment de reconnaissance pour votre confiance, mais surtout un profond sentiment d'humilité en me présentant devant vous pour déposer le bilan de l'action de mon gouvernement conformément aux prescrits de la Constitution. Honorables parlementaires, la nation tout entière doit se rappeler encore le marathon qui s'en est suivi après votre vote historique au Parlement. Sans désemparer, j'ai été installé immédiatement après, soit le 17 septembre 2018, dans mes fonctions de Premier ministre. Cela fait donc exactement 119 jours. Je pèse ce chiffre avec beaucoup de perplexité. Délai, au fait, très court pour la vie d'un pays, dans l'histoire d'un peuple, mais en réalité, dans l'exercice du pouvoir, dans la réelle politique en Haïti, ces 119 jours, c'est une période longue, très longue, un peu comme le psaume 119, le plus long psaume du livre le plus lu, la Bible. 119 jours, il m'a été donné, au cours de cette période, d'apprécier le prix réel du temps. Jamais de répit. Toujours un problème à régler. Chaque jour, un nouveau défi à relever. Souvent plusieurs dans la même journée. Toujours une bombe à désamorcer. J'avoue avoir souvent souhaité, au cours de cette période, que les journées aient plus de 24 heures et les heures plus de 60 minutes. Les 15 et 16 septembre 2018, j'ai pris devant vous de nombreux engagements, dont celui de ne ménager aucun effort, de ne me dérober à aucun de mes devoirs, de ne reculer devant aucun sacrifice pour le plus grand bien de notre patrie. Voilà un engagement dont je peux déclarer péremptoirement qu'il a été bien respecté, livré. S'il y a un mot qui peut, à lui tout seul, résumer l'état d'esprit de toute mon équipe gouvernementale et l'ensemble de nos accomplissements au cours de cette période, c'est bien ce mot, engagement. Engagement de tous les instants, engagement sur tous les fronts, engagement avec les partenaires et tous les acteurs, engagement sur tout le territoire national. Oui, nous pouvons, du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, affirmer haut et fort
mais sans triomphalisme, notre grand dévouement à la cause nationale. Dévouement de femmes et d'hommes convaincus qu'en ces temps très sombres que nous avons connus, qu'en ces temps de grand péril pour la nation, le premier devoir du citoyen engagé, du patriote, c'est bien d'être debout, debout au chevet de la patrie. Des femmes et des hommes soudés autour de moi, en parfaite intelligence et cohésion avec le président de la République, pour trouver et apporter les réponses appropriées au malaise qui ronge et mine notre pays. Honorables parlementaires, le 15 septembre 2018, j'ai pris devant vous, devant les deux chambres du Parlement, l'engagement de mettre toutes mes ressources et mes capacités humaines et celles de tout mon gouvernement pour appuyer les chantiers prioritaires du président de la République. La volonté politique était là, bien réelle. Elle est toujours là, intacte, sinon encore plus aiguisée. Mais nous devons tous reconnaître honnêtement que le contexte, tant local qu'international, a été loin d'être favorable. En effet, sur le plan national, mon gouvernement a dû, pendant toute cette période, faire face à une véritable explosion de revendications populaires et politiques pour des manquements et des problèmes décennaux, sinon séculaires, hérités du passé. Malgré tous les progrès de la science et de la technologie dans les pays, les recettes qui permettraient de résoudre, en claquant des doigts, les problèmes épineux que nous connaissons ici depuis quelques années. Ces 119 jours qui couvrent l'action de mon gouvernement se sont déroulés dans un climat des plus délétères. Les historiens retiendront certainement cette période comme l'une des plus mouvementées de notre histoire récente. Une longue période d'instabilité sur fond de revendications, par ailleurs tout à fait légitimes. Revendications pour les fonds pétroliers, revendications pour la sécurité, revendications contre la hausse des prix du carburant sur le marché local, revendications contre la dégradation du taux de change par rapport au dollar, revendications contre la corruption, revendications pour de meilleures conditions de vie. Honorables parlementaires, aucun gouvernement ne saurait s'opposer en démocratie à le droit inaliénable et imprescriptible du peuple à exprimer son opinion et ses frustrations sur des sujets d'intérêt national du moment où cela s'opère dans le cadre prévu par la loi. Dans notre démocratie aussi, ce droit est intouchable, même si notre démocratie est encore en construction, en accouchement difficile et à bien des égards très fragile. Il nous faut néanmoins reconnaître que les formes d'expression des revendications que nous avons récemment connues, l'instrumentalisation qui en a été faite par une certaine frange de la classe politique, tout comme les débordements de violence concomitantes, ont causé des préjudices énormes, des pertes irréparables pour notre pays, pour notre image, pour nos forces productives et surtout pour nous perdis en pile, peuple a perdu, nous tous perdus. Qui monde qui gagne? Personne. Personne n'a gagné. Nous perdons job, nous perdons business, nous perdons touristes, nous perdons l'argent, nous perdons projet investissement, nous perdons un pile jeune, désespoir forcé, parti qui des pays pour aller bousquer la vie meilleure de l'autre côté. Nous perdons un bon parti dans la vallée goutte là, moins stress pour ça. Mais ça qui est grave là, nous perdons le monde.
permettez-moi de profiter de tribune Parlement pour me présenter, l'autre fois encore, mot consolation, moi baille toute victime, toute famille victime, quel que soit côté au campé. Nous devons considérer toutes victimes. À toutes ces victimes, nous devons compassion et solidarité. À toutes les victimes, nous devons affirmer et montrer une prise de conscience claire, un engagement concret, qu'aucune cause ne justifie des pertes en vies humaines. Qu'aucune cause ne doit être assez forte pour exiger en son nom de saper aussi profondément les soubassements de notre vie commune, le patrimoine reçu de nos ancêtres et que nous devons remettre intact aux générations futures. En aucun cas, notre pays ne devrait plus se laisser entraîner dans le chaos qui nous éloigne chaque jour un peu plus des aspirations légitimes de notre population. Honorables parlementaires, tel est le contexte manifestement défavorable dans lequel s'est déroulée ma première période d'exercice du pouvoir gouvernemental et dont je dois vous rendre compte aujourd'hui conformément aux vœux de notre charte fondamentale. Tel est mon état d'esprit et celui de l'ensemble du gouvernement. Telles sont aussi en partie les leçons et les résolutions que nous en avons tirées, les nouveaux engagements à aligner à côté de ceux existants pour affronter les défis actuels et les nouveaux qui vont nous guetter tout au long de cette nouvelle année qui commence. Permettez-moi de m'arrêter brièvement sur certains éléments de ce bilan, malgré tout consistant, de cette première période de mon mandat à la tête du gouvernement. Comme vous le comprendrez, honorables sénateurs et députés, pour répondre aux exigences de la conjoncture, le chantier politique a largement pris le pas sur l'agenda social et économique annoncé dans ma déclaration de politique générale, comme vous l'avez dit, Monsieur le Président. La persistance de la tension, la radicalisation de certains groupes sociaux et politiques ont focalisé mon attention et celle de mon gouvernement sur les voies et moyens pour trouver le minimum de détente nécessaire pour aborder avec sérénité les grands problèmes du pays. Dans cette perspective, j'ai mené de front plusieurs dossiers. Sur le plan politique, sensible aux revendications populaires et à la précarité des conditions de vie de la majorité de la population, l'action du gouvernement a consisté à s'attaquer courageusement au blocage rencontré par les couches défavorisées grâce à la mise en place des filets sociaux permettant de relever le pouvoir d'achat, d'améliorer les conditions socio-économiques. La remise en état des infrastructures de base grâce à des travaux à haute intensité de main-d'œuvre ainsi que l'offre des services de restauration aux populations des zones marginalisées de l'aire métropolitaine et des quartiers précaires des grandes villes constituent les deux vecteurs principaux d'intervention. Ces initiatives qui correspondent aux urgences de l'heure sont inséparables des efforts de relance des activités économiques par une politique de soutien à la création d'entreprises, de réforme des finances publiques et surtout la poursuite de grands travaux d'infrastructure destinés à désenclaver les zones de production agricole et à augmenter la productivité. C'est le sens de la caravane du changement initiée par le président de la République dès le début de son quinquennat. Honorables parlementaires, il a fallu, sur un autre plan, adresser également les demandes de reddition de comptes concernant le financement des projets par les fonds Petro-Caribé. Dès ma déclaration de politique générale, je m'étais engagé à faire la lumière
toute la lumière sur cette question. Ma première démarche a été de chercher à comprendre le contenu des revendications, d'analyser leurs fondements et d'identifier comment le Premier ministre que je suis devenu allait pouvoir contribuer à faire le jour sur ce désormais fameux dossier Petro-Caribé. Et j'ai vite compris que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif et la justice ont leur rôle à jouer dans ce dossier et ils ont été tout de suite adressés. Mes contacts répétés avec la Cour supérieure des comptes et le CSPJ en témoignent. Mes nombreuses interventions publiques sont aussi là pour attester mon souci d'accompagner ce dossier, tout en encourageant la Cour supérieure des comptes dans ses efforts de faire le jour. En ce qui la concerne, sur les dossiers à sa disposition, j'ai également entrepris d'accompagner la justice pour une bonne prise en charge des dossiers qui lui sont soumis. À cet effet, j'ai constitué également une équipe de professionnels avisés à qui j'ai confié la mission de revoir les dossiers des projets, de rencontrer les firmes concernées, exécution et supervision, d'effectuer des visites de terrain afin de présenter des rapports sur la vérité du financement et de l'exécution des différents projets. Car cela doit bien être compris. L'argent public, l'argent collecté pour le peuple haïtien, l'argent emprunté au nom du peuple haïtien doit être mis au service des intérêts de la population, comme l'a si souvent affirmé le président de la République. La transparence et la reddition de comptes doivent être érigées en principe absolu. J'ai le plaisir de confirmer qu'à date, cette équipe a rencontré les responsables, maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre et visité tous les sites des projets du Grand Sud. La tournée du Grand Nord devrait démarrer sous peu. Le rapport de cette mission devrait être disponible sous peu pour nous permettre d'identifier les projets dont l'exécution devait être renégociée pour être poursuivie. Ceux dont les contrats doivent tout bonnement être résiliés et enfin ceux qui doivent donner lieu à des poursuites judiciaires. Je voudrais noter en particulier que les travaux entrepris par cette équipe nous ont permis de comprendre des actions urgentes doivent être prises pour mettre l'hôpital Simbi acheminé déjà à 98% au service de la population de Carrefour et Martissan et des zones environnantes, et ce, dans les meilleurs délais. De même, le beau projet du ROAP de Jérémie attend avec impatience sa mise en fonctionnement. Nous parlons ici d'un nouveau quai, d'un poste de police, d'un marché public et d'une école professionnelle qui a besoin d'encadrement. Toutes les entités concernées seront donc convoquées. Honorables sénateurs et députés, mon gouvernement s'est penché également en étroite concertation avec le président de la République sur le dossier des élections. L'année 2019 est une année pivot dans la construction démocratique. Le rendez-vous à ne pas manquer pour toutes les compétitions électorales en perspective. Dès l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, un groupe de travail a été mis en place. Il a analysé le dispositif légal préparé pour la tenue des élections et a travaillé avec les principaux acteurs institutionnels qui auront à charge l'ensemble de la chaîne technique et logistique devant conduire aux élections. À date, la loi électorale est déjà déposée au Parlement. Des séances de travail technique ont été conduites avec le CEP et l'ONI pour déterminer le calendrier des interventions de chacune de ces institutions. À l'heure actuelle, les principaux obstacles ont été identifiés et les mesures adéquates sont en train d'être prises pour la tenue de ces élections en octobre 2019. Je dis bien en octobre 2019 comme prévu. Les ressources à ce noble exercice
de la souveraineté populaire sont déjà inscrites au budget de l'année fiscale 2018-2019. Permettez-moi de relever les progrès sensibles enregistrés en matière de sécurité, malgré une apparence de dégradation des conditions de sécurité. Des foyers de tension ont pu être éteints. Des gangs sévissant dans les quartiers populaires ont été démantelés, notamment à l'Arcaïe, à Martissan, Village de Dieu, Santo et Petite Pascazo. Le travail effectué aussi bien au niveau du CSPN que dans les rangs de la PNH a porté des fruits. Les aspects sociaux qui affectaient le moral des troupes ont été pris en compte. Un effort notoire a été fait pour payer les arriérés de salaire de tous ordres. Les familles des policiers morts en opération ont été prises en charge. L'hôpital destiné aux policiers est en cours d'achèvement. Des efforts systématiques ont été faits et continuent à être faits au niveau de la logistique et de l'appui aux interventions de la PNH. La calmie visiblement constatée durant les fêtes de fin d'année témoigne bien de l'efficacité de ces nouvelles approches de la question policière. Certes, des efforts sensibles restent à faire, tant du point de vue quantitatif que du point de vue qualitatif. Au plan quantitatif, la formation actuelle de 690 policiers à l'Académie de police permettra de diversifier les modalités d'intervention tout en renforçant les points encore déficitaires. Des leçons ont été tirées des difficultés de déploiement aussi bien dans le cas tragique des incidents de la frontière de Malpasse ou dans ceux de la commune de Limbé. Et même dans les récents événements malheureux survenus à Savane-Pistache. Le dispositif de surveillance et d'intervention dans la zone frontalière a été renforcé aux différents points de passage. Nous sommes sur la bonne voie, même si des améliorations des dispositifs d'interception des contrevenants sont encore nécessaires. Honorables sénateurs, honorables députés, mesdames et messieurs, un domaine a néanmoins mobilisé le plus fort de notre énergie, car il y a de la survie de notre projet démocratique. Il s'agit de la conduite du dialogue élargi avec toutes les forces vives du pays en vue d'arriver à garantir la stabilité politique, condition préalable à tout décollage économique et tout progrès social. Les instructions du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, confirmées maintes fois depuis son message du 21 novembre 2018, ont été de mettre en œuvre une large consultation en vue de parvenir à un pacte de gouvernabilité entre les différentes parties prenantes de la scène politique haïtienne. Sur cette base, les entretiens, les discussions, les échanges ont été conduits aussi bien avec les forces proprement politiques qu'avec des organisations et des personnalités de la société civile, du monde des affaires ou encore de la fonction publique. Les ateliers de travail ont été conduits dans tous les départements géographiques du pays. Les équipes de travail ont recueilli un ensemble de considérations, d'opinions, de propositions qui permettent de dessiner déjà les contours d'un pacte pour la stabilité et le progrès, d'un pacte au bénéfice du peuple haïtien qui ne demande qu'à s'investir pleinement dans le développement d'activités susceptibles de lui garantir des lendemains meilleurs. Nous sommes déjà à récolter les premiers fruits de ce dialogue qui nous a donné l'opportunité d'expérimenter et de voir à l'œuvre la bonne foi et la bonne volonté de tous les acteurs. Nous projetons de réaliser avant la fin de ce mois de janvier le Forum national qui réunira les représentants de tous les secteurs de la vie nationale et en particulier de tous les acteurs rencontrés. Ce Forum national qui sera entrepris sous le haut patronage du président de la République devra poser une fois pour toutes des bases solides et consensuelles pour casser
définitivement le cycle vicieux de l'instabilité politique et s'engager durablement sur la voie de l'alternance politique, de l'alternance démocratique et du développement économique et social. À l'issue de ce forum et de son suivi, il sera remis un document achevé au président de la République, lequel document lui permettra de répondre à ses aspirations les plus profondes, dont celles relatives à la transparence et au système de gouvernance idéal pour le bonheur du peuple haïtien. Honorables parlementaires, comme je l'ai déjà signalé, le chantier politique a tout transcendé au cours de la période de ce bilan. Cependant, mon gouvernement ne s'est pas exonéré de son devoir de continuer à répondre au quotidien avec les faibles ressources disponibles aux besoins de notre population. Dans tous les ministères, les ministres, secrétaires d'État et directeurs généraux ont poursuivi sans relâche leur mission de service public autour des 7 axes prioritaires du président de la République et des grandes composantes transversales et sectorielles de ma déclaration de politique générale. Le bilan sera déposé dans quelques instants au bureau de l'Assemblée nationale. Il sera fastidieux d'entrer ici dans ce discours dans tous les détails de son contenu. Permettez-moi seulement de porter un bref éclairage sur certains aspects qui préoccupent particulièrement cette auguste Assemblée, qui sont au cours des engagements du président de la République, au cœur des engagements du président de la République, et qui sont en tête de ligne des attentes de la population. Je commencerai ici par le chantier du secteur économique, qui est considérable et complexe. Tous les mécanismes ont été mis en branle à travers les différents ministères pour atteindre les principales cibles énoncées dans la déclaration de politique générale du Premier ministre et conformément aux 7 axes du président de la République. En effet, le ministère de l'économie et des finances a poursuivi le processus de réforme des finances publiques, principalement en renforçant les démarches visant à optimiser la chaîne de planification, programmation, budgétisation, suivi et évaluation, PPBSE, en renforçant les mécanismes de collecte de recettes ainsi que les organismes de contrôle de la trésorerie et enfin en renforçant les organismes d'inspection fiscale et de lutte contre la corruption. Les efforts ont été consentis également dans le sens d'un renforcement des partenariats publics-privés, de l'amélioration de la disponibilité des statistiques économiques et de la construction d'infrastructures routières et scolaires à travers le BMPAD et le FAES. La longue crise de juillet à septembre, qui a pratiquement endigué les flux touristiques de l'été, le retour de la diaspora pour les fêtes champêtres et les transactions en prévision des fêtes de fin d'année, s'est attaqué en même temps au fondement même de notre monnaie nationale. La gourde a perdu au moins 13% de sa valeur sur cette période. Les autorités monétaires ont été néanmoins instruites de prendre toutes les dispositions susceptibles de freiner la dégradation accélérée de notre monnaie nationale. De son côté, le ministère de l'Agriculture s'est montré très actif en apportant un appui substantiel à la campagne agricole d'hiver de 2018. Le ministère a aussi apporté son soutien au développement des filières agricoles, notamment le café, le cacao et la canne à sucre, au développement de la pêche maritime artisanale et à la promotion de l'entrepreneuriat agricole dans le secteur de l'élevage. Le ministère a également poursuivi les grands chantiers d'infrastructures hydroélectriques, notamment le barrage sur la rivière Marion, déjà bien avancé. Le ministère du Commerce a concentré ses efforts dans le domaine du soutien à l'entrepreneuriat en lançant le programme PAPEJ en octobre 2018
et le programme à terre plate en novembre 2018 en procédant au renforcement du programme de soutien aux micro-entreprises PSME et en renforçant le programme de service aux entreprises. Par ailleurs, nous sommes en train d'étudier un mécanisme de mutualisation des différents fonds de pension et d'assurance sous le contrôle de l'État. Il s'agira de mobiliser ces ressources dormantes pour rendre le crédit accessible aux petites et moyennes entreprises existantes et promouvoir la création de nouvelles PME dans une perspective de création d'emplois, de production nationale et de reconfiguration de l'économie nationale. Le ministère des Travaux publics a poursuivi et même intensifié son programme de construction et réhabilitation des routes nationales. Route nationale numéro 1, route Carrefour-Joffre en Safoleur, de pont Inche, Saint-Raphaël et ses travaux d'assainissement en enlevant plus de 270 000 m3 de déchets. Les efforts pour le maillage routier national se poursuivent avec près de 1500 km de routes actuellement en construction à l'échelle nationale. Des efforts notoires ont été déployés dans le domaine de l'énergie. Sous le leadership vigilant du président de la République, tout le support est apporté à l'autorité nationale de régulation du secteur énergétique, ANARCE, dans le sens de la poursuite de son programme national d'électrification. À cet effet, le processus d'appel d'offres pour les petits réseaux est actuellement en cours de finalisation. Les appels d'offres pour les réseaux les plus importants devront être finalisés avant la fin de ce trimestre. L'énergie est l'un des 2 champs prioritaires du président de la République. Nous mobilisons donc toutes les ressources possibles, malgré la précarité des moyens disponibles, pour faire de cet axe un des grands succès du quinquennat. Enfin, dans le secteur économique, le ministère du Tourisme a procédé au renforcement de son appui au secteur touristique en mettant à la disposition des acteurs du secteur de nouveaux outils tels les topoguides, en réalisant des études pour la valorisation des sites, en faisant la promotion à l'étranger des produits touristiques d'Haïti et en intensifiant les démarches et actions pour la réalisation du CAP 2020. Honorables parlementaires, compte tenu de la situation précaire du pays, le gouvernement du Premier ministre Océan a fait du social un secteur prioritaire. Il a notamment privilégié un programme d'éducation de qualité pour tous, conformément au plan stratégique de développement d'Haïti, PSDH, et a favorisé l'encadrement de la jeunesse haïtienne, son insertion et sa sensibilisation au civisme. De plus, le gouvernement a travaillé en faveur de la mise en œuvre d'une politique pour l'égalité des sexes, pour l'autonomisation et l'amélioration des conditions de vie et la défense des droits des femmes grâce à des activités phares dans des zones bien spécifiques. Par ailleurs, pour une meilleure mise en œuvre effective de la politique sociale et une plus grande prise en charge des couches les plus vulnérables de la population, des actions ont été posées par le ministère des Affaires sociales et du Travail pour renforcer l'assistance sociale, notamment en protégeant l'enfance et en favorisant la mise en place d'un système de sécurité sociale pour tous. Des actions ayant pour but d'améliorer la qualité des services de santé en Haïti en accroissant l'offre des services à la population et en améliorant les infrastructures de santé dans certains endroits du pays. Il est bon de signaler les efforts considérables déployés à travers le ministère des Affaires sociales et le FAES pour le fonctionnement à l'échelle nationale des restaurants communautaires, la distribution de plats chauds et de rations alimentaires sèches, la mise en œuvre
de travaux à haute intensité de main-d'œuvre dans les quartiers défavorisés. Il s'agit de mesures concrètes visant à atténuer les effets de la crise et de la pauvreté, en attendant qu'une vraie reprise économique permette de redonner confiance et pleine dignité, emploi stable et revenus réguliers à notre vaillante population. Honorables parlementaires, ce ne sont là que quelques éléments saillants du bilan. Malheureusement, le temps imparti pour mon discours ne me permet guère de rendre justice aux réalisations de beaucoup de ministères dont je n'ai pu faire état ici. Je pense notamment au travail structurant de ministères régaliens comme le ministère de la Planification et de la Coopération externe et le ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Je pense également au mandat complexe de ministères souvent mal compris comme le ministère des Affaires étrangères. Je noterai enfin la contribution de ministères comme le MAV à l'écoute, culture, animation dans les quartiers, ministère de la jeunesse, restauration des stades et animation de la jeunesse, environnement, participation au COP 22 et le centre Germoplasme, ministère dont les réalisations sur la période sont tout aussi appréciables. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames, Messieurs les membres du bureau, honorables sénateurs et députés, vient le moment où je dois remettre officiellement ce bilan de mon gouvernement. Chacun pourra en prendre connaissance et apprécier. Applaudir les réalisations ou émettre des réserves sur leur véracité ou leur impact réel. Je pourrais toujours revenir ici, dans l'enceinte du Parlement, tout comme chacun de mes ministres, pour détailler, expliquer tel ou tel aspect. Souffrez cependant qu'avant de finir, je prenne un ultime moment sur les fondements de notre vie démocratique. La démocratie est la plus grande conquête de notre peuple durant ce XXe siècle, passablement mouvementé, qui a ouvert les portes aux occupations étrangères, nous a coûté une longue dictature et une crise profonde de nos structures économiques et sociales. Cette belle invention, cette belle conquête, pour nous, est complexe. Elle est très complexe. Li gen l'envers, li gen la droite. Li bay en pile droit, mais surtout li bay en pile devoir et obligation. Dans la démocratie, règle jouet yo clair. Nous pas cap demander bon droit seulement pendant qu'on a essayé d'écraser bon devoir. Particulièrement dans la démocratie institutionnelle que prévoit notre charte fondamentale, le Parlement est la pierre angulaire du système démocratique. Là s'exerce le support au gouvernement par les partis, les groupes ou les coalitions majoritaires. Là s'exerce aussi l'opposition constructive des partis, groupes ou coalitions, même minoritaires. La majorité gouvernementale au Parlement, celle qui, avec les autres, a accordé son vote de confiance au Premier ministre, ne doit pas être timide. Elle doit être active, proactive même, comme l'opposition. Pour sa part, l'opposition ne devrait pas sortir de l'espace parlementaire, espace privilégié d'exercice de sa légitimité. Permettez-moi de renouveler mes remerciements à chaque sénateur et chaque député.
Vous m'avez tous voté. Majorité gouvernementale et opposition minoritaire. Mon devoir et mes obligations de gratitude continueront à s'exprimer à travers ma détermination de servir la nation avec la même abnégation et le même sens de l'intérêt général. Honorables parlementaires, je dois certainement avoir déjà formulé mes vœux à chacun de vous individuellement. Je voudrais formuler au peuple haïtien et au Parlement mes vœux pour une année 2019 du renouveau. Continuez, PM. Une année charnière. Une année charnière où nous allons tenter tous, dans un élan patriotique, de faire table rase du passé récent. Cette année 2019 doit nous montrer la voie pour un gouvernement encore plus soucieux des problèmes de la population, pour un Parlement encore plus engagé dans son rôle de codépositaire de la souveraineté nationale, dans son rôle de responsable de doter le pays des lois nécessaires à son fonctionnement démocratique et à son essor économique et social. Pour une majorité parlementaire solidaire et respectueuse de la minorité. Pour une majorité parlementaire solidaire et respectueuse de la minorité. Pour une majorité parlementaire solidaire et respectueuse de la minorité. Pour une minorité parlementaire forçant au changement souhaité dans un esprit positif et constructif. Pour une classe politique priorisant nos intérêts collectifs à long terme et assez patiente pour attendre les échéances électorales. Pour l'autre Haïti, l'autre pays, plus bon pour toute petite lit. Un pays qui rejoint toute dignité avec tout respect peuple mérité. C'est ça, moi souhaite nous toutes. C'est pour ça, moi pour le travail toute année 2019 là. C'est pour ça, moi paré pour écouter nous toutes, répondre toutes préoccupations nous, faire lumière sur tout ça qui n'est pas clair. C'est pour ça, moi compter sur nous toutes. Vive le Parlement. Vive le Parlement. Vive un Parlement debout. Vive le peuple haïtien. Vive Haïti. Monsieur le Président, Messieurs les membres du bureau, j'ai l'honneur de déposer sur votre bureau le bilan tel que le réclame la Constitution en vigueur.